Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition, les titres de l'actualité de ce 15 heures. Clôture des activités sportives dans la ville de Haïou. Également dans l'actualité de ce 15 heures, le président turc va s'associer avec l'Afrique du Sud pour déposer une requête contre l'Israël pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez. Nous revenons à ces images à vibrer au rythme des festivités sportives d'été et ce sous la houlette du secrétariat d'État chargé des sports. Le complexe sportif d'Obrok a accueilli une clôture en apothéose de ces activités estivales marquant la fin d'une saison riche en événements. Le football a été le point d'orgue de cette journée de clôture. Les deux équipes finalistes se sont affrontées dans un match allétant offrant aux spectateurs un spectacle de grande qualité. Chaque action, chaque but a été accueilli par des ovations de la part d'un public enthousiaste venu en nombre pour soutenir leurs favoris. Outre le foot, l'événement a également mis en lumière d'autres disciplines sportives illustrant la diversité et la richesse des activités proposées par la sous-direction régionale d'Obok. Le volley et le hand féminin ont notamment tenu une place de choix dans le programme de cette journée. L'événement a été honoré par la présence de plusieurs personnalités du secrétariat d'État chargé des sports, parmi elles le directeur des régions, M. Omar Hassan Abdillahi, qui a salué l'engagement des sportifs et des organisateurs. Dans son mot d'ouverture, M. Ali Outo, sous-directeur de la région d'Obok, Hamadou Ahmad, représentants du conseil régional ont également pris part à cet événement aux côtés des autres dignitaires de la région. La journée s'est conclue par une cérémonie de remise des trophées. Moment très attendu par les participants, les officiels présents ont eu l'honneur de remettre les récompenses aux meilleurs joueurs et joueuses, célébrant ainsi leur performance et leur dévouement. Le président de la Fédération djiboutienne de canoë, le président de la Fédération djiboutienne de canoë-kayak, M. Abdelkader. Et notre dossier de ce 15 heures sera consacré au commerce de proximité. Les détails dans cette séquence. Depuis ces dernières années, la République de Djibouti s'est agrandie. La ville s'est urbanisée, l'apparition des nouveaux immeubles a permis une bonne gestion des espaces à la fois équilibrés et plus modernes, tout en redéfinissant l'espace et l'aménagement du territoire. Cette métamorphose s'entend jusqu'à la commune de Balbala. La construction du nouveau quartier a permis au fil de ces dernières années l'apparition de nouveaux commerces de proximité. Que cela soit une pharmacie, quincaillerie, supérette, magasin, épicerie, banque, et surtout des restaurants. Aujourd'hui, la commune n'a rien à envier la ville. On trouve des commerces de proximité dans tous les quartiers et presque aussi régulièrement que des boulangeries. Ces commerces veulent en effet être proches des Djiboutiens de façon à être en mesure de répondre à leurs besoins. Ces commerces de proximité représentent un atout indispensable. En effet, aujourd'hui, les commerces de proximité participent au dynamisme de la commune. Ce commerce de proximité reflète l'explosion de la démographie. Autre fait marquant est la localisation de ces commerces. Leur placement stratégique auprès des grandes artères et non loin des afflux massifs de la population a permis un véritable essor de l'activité économique. أول جيبوتي أون دون جري إمك جيبوتي ما دوننا هداي نقطة دركا هداي نقطة ولا شيء وحول أول سماية هداي نقطة ألاف تأكل كلا دقو بيستي بابور تاي نقطة وبيع مشتري آد سكوف في اللاري وين بالبلا مقتهي أنا واحد أصبح هرمرك ودن وقاري.
Depuis l'apparition de ces commerces, les habitudes du consommateur lambda djiboutien ont évolué et même changé. Mais la donne changera complètement pendant la période du confinement, lors de la pandémie du Covid-19. Cette période cruciale qui a marqué la conscience collective montrera facilement le rôle que ceux-là, les commerces de proximité, ont joué. Un véritable soulagement pour les habitants. La descente vers la ville n'était plus nécessaire, un véritable soulagement pour tous. Dorénavant, il n'y avait plus ce besoin de parcourir un marathon vers la ville pour toute nécessité. Tout cela a renforcé le tissu économique de la commune. Cela a encouragé l'apparition d'autres commerces. La ville de Djibouti se décentralise petit à petit. Cette prise de conscience est liée à la démographie qui devient la demande et les opportunités de commerce l'offrent. Un exemple qui parle de lui-même, à tous, et qui n'est point un secret. Eh bien, dans notre second magazine, nous verrons comment procède-t-on à la numérisation des archives. Le temps, ce facteur implacable qui façonne et transforme toute chose, ne laisse rien résister à sa course folle. Les montagnes s'érodent, les empires s'écroulent. Face à lui, les œuvres humaines semblent dérisoires. Au cœur de cette réalité, les archives de la République de Djibouti se dressent comme des gardiennes silencieuses de notre histoire. Elles portent en elles les fragments du passé, les témoignages des générations passées et les fondements de notre société. Cependant, le temps les soumet à une inexorable destruction. Ces précieux vestiges de notre mémoire collective sont les gardiennes de notre identité nationale. Elles renferment les décisions politiques, les lois, les échanges diplomatiques qui ont façonné notre destin. Elles sont le reflet de notre évolution, de nos triomphes et de nos erreurs. Conscient de leur importance, la numérisation des archives de l'administration a été une décision politique majeure, initiée par le chef de l'État. Cela a marqué une étape essentielle de la préservation de notre patrimoine national, en commençant par le journal officiel de la République. Il s'agissait de témoigner ainsi la reconnaissance de l'importance de ces documents pour notre nation. De ce fait, cette démarche va permettre d'assurer la conservation à long terme de ces archives face aux menaces du temps et des conditions environnementales. Elle va offrir également une solution efficace pour préserver les documents fragiles et précieux qui pourraient se dégrader irrémédiablement. En rendant ces archives accessibles sous forme numérique, il s'agira de mettre à la disposition du public une nouvelle opportunité pour la recherche, l'enseignement et la diffusion des connaissances. Historiens, chercheurs, étudiants et grand public pourront ainsi explorer ces documents avec facilité, découvrant ainsi les décisions politiques, les lois et les événements historiques qui ont façonné notre pays. En d'autres termes, cette démarche reflète également un engagement en faveur de la transparence et de la démocratie. En mettant à disposition ces archives, le gouvernement montre une fois de plus sa volonté de rendre des comptes et permettre à chacun de mieux comprendre le fonctionnement de l'administration et les décisions prises par le pouvoir public, toujours au service du citoyen. Par ailleurs, la numérisation des archives administratives initiée par une décision politique forte dépasse la simple modernisation des méthodes de conservation. Elles incarnent l'engagement envers la préservation de notre héritage collectif, la diffusion du savoir et le renforcement de la démocratie. Les archives, elles représentent notre passé. Elles sont le miroir de notre histoire. Elles sont le reflet de ceux et de celles qui nous ont précédés au poste que nous occupons. Et elles constituent également le reflet du chemin que nous avons parcouru. Chaque courrier, chaque note, chaque correspondance, chaque rapport constitue donc une pièce et du puzzle que constitue l'identité de notre administration. L'histoire dont souvent nous parlons n'est pas ou ne représente pas toujours ce qui s'est passé, mais elle est plutôt ce dont nous nous rappelons. Et en cela, les archives ont leur importance. Cet acte illustre bien un engagement concret envers la préservation de notre histoire et de notre riche patrimoine culturel. En nous confiant ces archives, la présidence contribue
de manière significative à l'accomplissement des missions assignées à mon département et plus particulièrement à l'ANPC. Pour la réalisation de ce travail titanesque, toutes les mesures nécessaires ont été mises en place sous l'égide du secrétariat général du gouvernement. Un projet d'une telle envergure requiert la mobilisation d'une équipe pluridisciplinaire. Cette entreprise colossale témoigne de l'importance accordée à la préservation de notre patrimoine commun par les plus hautes instances de l'État. Des experts en archivistique, en informatique, en conservation des documents, ainsi que des spécialistes en numérisation et en gestion de bases de données ont été nécessaires pour garantir le succès de cette entreprise. Chaque membre de cette équipe a apporté ses compétences et son expertise, contribuant ainsi à la réalisation efficace et rigoureuse de chaque étape du processus de numérisation. Par là, il s'agit de veiller à la qualité et l'intégrité des données numériques obtenues à partir des archives physiques. Elle permet également de mettre en place des systèmes de gestion, facilitant ainsi l'accès et la recherche dans les archives numérisées. Au jour d'aujourd'hui, cette démarche reflète une approche moderne et responsable de la gestion des archives, mettant en avant les meilleures pratiques et les technologies les plus avancées pour garantir la conservation et l'accessibilité à long terme de notre patrimoine national. Cette initiative du président de la République visant à numériser les documents de l'administration représente un pas significatif vers la préservation et l'accessibilité de notre patrimoine national. Grâce à cette démarche, les archives de l'administration, débutant par le journal officiel de la République, seront préservées de manière pérenne, tandis que leur mise à disposition sous forme numérique permettra à un large public de les explorer et de les étudier facilement. En adoptant une approche moderne et responsable de la gestion des archives, le gouvernement aujourd'hui témoigne de sa reconnaissance, de l'importance de ces documents pour notre société et de sa volonté de promouvoir la transparence, la recherche et la démocratie. Aujourd'hui, cela témoigne de la capacité de l'État à s'adapter aux défis contemporains tout en préservant notre héritage historique. Elle incarne un engagement envers la préservation de notre identité nationale. La garde-côte djiboutienne poursuit activement les opérations de rafle et de ratissage destinées à déloger les trafiquants et les criminels qui se réfugient dans la zone des mangroves le long de la route de Venise. Ces interventions permanentes visent principalement à lutter contre le trafic et la vente des produits stupéfiants. La zone des mangroves étant devenue un repère et un refuge pour les trafiquants et les vendeurs de drogue. Le terrain difficile et l'accès limité rendent cette région particulièrement propice aux activités illicites, ce qui nécessite une vigilance accrue et des actions coordonnées de la part des forces de l'ordre. Ces opérations ont permis d'intercepter des quantités significatives de produits de stupéfiants, notamment du hashish, ainsi que d'appréhender plusieurs trafiquants, vendeurs et autres individus dangereux. Parmi les personnes arrêtées figurent certains individus activement recherchés par les autorités judiciaires pour divers crimes et délits. Il est de ce fait primordial que l'action soit mise sur les efforts concertés visant à éradiquer de manière permanente la présence de ces criminels et à les dissuader de se regrouper dans cette zone. La sécurité et la sûreté civile de notre population, en particulier ceux de notre jeunesse, sont en jeu. En outre, la protection de l'environnement des mangroves, qui joue un rôle crucial dans l'écosystème local, doit également être une priorité. Et dans ce qui domine l'actualité internationale, le président va s'associer avec l'Afrique du Sud et déposer une requête auprès de la CIG. Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a annoncé que l'équipe des juristes du Parlement turc soumettra ce mercredi à la Cour internationale de justice, la CIG, une requête en vue d'associer à l'affaire de génocide intenté à l'encontre d'Israël. Une délégation parlementaire des juristes déposera cette requête d'intervention auprès de la Cour de la justice de La Haye dans l'affaire de génocide contre Israël, a-t-il fait savoir au terme de la réunion qu'il a présidée à Ankara. Hier, Erdogan a souligné que la Turquie fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin le plus rapidement à cette barbarie qui a coûté la vie à 40 000 innocents. Au cours des 10 derniers mois, le président Erdogan a déclaré que l'échange de 26 personnes provenant de prisons américaines, allemandes, polonaises, slovènes, norvégiennes, russes et bélarusses
constitue un exemple pour le monde entier. L'échange des 26 prisonniers des États-Unis, de l'Allemagne, de ce pays de l'Europe s'est déroulé de manière exemplaire et sans aucun problème. C'est ce qu'a indiqué le président turc Recep Tayyip Erdogan. Le Premier ministre britannique condamne les émeutes qui a donc secoué le pays à la suite d'une agression au couteau et qui a coûté la vie à 3 enfants. Dans une déclaration, Keir Starmer a assuré que son gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour traduire les émeutiers en justice à la suite des troubles qui se poursuivent dans certaines régions du pays. Eh bien, je n'hésiterai pas à appeler cela comme c'est le cas de la voyoucratie d'extrême droite. C'est ce qu'a déclaré Keir Starmer. Ces propos ont été tenus alors que la police de la ville de Rotterdam s'efforçait à contenir une foule de métiers qui tentaient de pénétrer dans un hôtel hébergeant des demandeurs d'asile. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.